oh, oh, oh. Sourire dans la voix. On part. Oh, oh. Allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Hey! Oh. Hey! Oh. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. Là, ce matin, je ne sais plus si c'est le 11e épisode, le 12e, je suis un peu mêlé. La dernière fois, j'avais dit que c'était la 10e édition, c'était celle du 30 avril 2026. Puis en fin de compte, c'était la 11e. Je me suis trompé, je revenais de la Colombie, un peu fébrile, un peu énervé de mon aventure. Puis, je pense que j'étais un petit peu en erreur dans le décompte. Mais aujourd'hui, officiellement, c'est la 12e épisode. Pour les gens qui m'écoutent en temps réel, ben là, probablement qu'on va être moins nombreux ce matin parce que là, on est dimanche, le 10 mai. Normalement, mon concept, c'est toujours les jeudis matin à 6h30 du matin pour les courageux qui désirent se lever justement le matin. C'est toujours disponible en rediffusion, mais là, aujourd'hui, exceptionnellement, parce que j'ai été malade toute la semaine, ça fait pratiquement une semaine, plus qu'une semaine et quelques jours que, dans le fond, j'ai réalisé la dernière épisode. Fait que bref, est-ce que je vais avoir du contenu supplémentaire à vous dire? Je vais le savoir avec vous parce que, dans le fond, je vais faire le tour un peu de mon ordre du jour dans quelques secondes. Pour les gens que c'est la première fois qu'ils tombent sur les rendez-vous d'Hugo, ben c'est fort simple, OK? C'est que je parle de mes passions. Oui, c'est le matin, oui, c'est disponible en rediffusion, OK, pour les moins courageux ou les gens qui ont un petit peu moins de temps. Mais ce qu'on parle dans ces rendez-vous-là, c'est simple, c'est mes passions. Ça se trouve être le plein air, les aventures, le voyage, la croissance personnelle, la spiritualité et l'entrepreneuriat. Tout ça, OK, dans l'intérieur d'une heure environ, tout dépendamment des sujets que j'ai à traiter. Puis aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, pourquoi je n'ai pas fait nécessairement mon rendez-vous jeudi en direct cette semaine. Je l'ai mentionné tantôt, j'ai été malade. Mais je veux qu'on parle un peu de ça, parce que tu le sais quand tu es malade, là, sans faire exprès, tu en parles un peu à gauche puis à droite. Là, puis là, tu reçois 1 million de commentaires. C'est pas 4 millions de commentaires de qu'est-ce que tu devrais faire. Il y a toujours des gens qui ont des remèdes. Moi, c'était la grosse grippe. Okay? Il y en a qui ont des remèdes de grand-mère. Il
faut que tu ailles chez le médecin, ça n'en finit plus, comment tu te reçois plein d'informations, hein, puis c'est encore plus mêlant. Puis peut-être que tu as juste besoin de repos, de calme et la paix. On poursuit, c'est la fête des mères aujourd'hui, alors bonne fête, mesdames qui sont mères. On parle de ça. Je veux qu'on parle du 40e anniversaire d'une de mes entreprises. Là, dans le fond, tu me regardes la tronche présentement. Tu dis à Hugo, t'es pas si vieux que ça. 40 ans. Je vous explique ça. J'ai mon amie Hélène, elle a été très patiente, OK, parce que le 30 avril, je crois que dans le fond, elle voulait venir. J'ai pas eu trop de temps de gérer ça avec mon retour de la Colombie, fait qu'elle n'a pas pu venir parler de sujets super intéressants comme d'habitude. La semaine, ben, elle du 9, elle du 7, excusez-moi, mai, ben, j'étais malade, fait qu'elle était prête aussi. J'avais peut-être dit peut-être que j'allais faire le rendez-vous d'Hugo samedi hier. J'ai pas pu le faire, j'étais au lit. Mais là, elle est là, en forme. J'espère qu'il y a plusieurs sujets à nous parler. Je veux qu'on parle d'une légende, qui est un mythe ou une histoire qui est pour les enfants, la légende du roi Arthur. Quelques petits sujets en lien avec ça. Vous savez que je vous parle toujours d'un sujet un petit peu plus mystique, ésotérique. On parle du roi Arthur ce matin. Je suis sûr que dans le fond, c'est un personnage que Hélène affectionne, j'en suis convaincu. Je parle de mon prochain week-end là, qui s'en vient rapidement. Qu'est-ce que je vais faire? Mes prochains voyages. Je parle un peu de mon été. Et comme d'habitude, je vais vous faire un ressenti avec des cartes comme vous affectionnez, comme vous aimez. Qu'est-ce qui se manifeste pour toi aujourd'hui? Puis vu qu'on est dimanche, OK, pour les gens qui sont en temps réel, ben qu'est-ce qui va se manifester pour ta semaine, vu qu'on va se parler uniquement jeudi de la semaine prochaine, ben, de la semaine prochaine, effectivement, ou de la semaine qui commence. Puis, peu importe le moment que tu tombes sur ce ressenti-là, parce qu'après ça, si tu me suis sur d'autres plateformes, entre autres TikTok, je fais la vidéo uniquement okay, avec ce ressenti-là. Alors, peu importe, quand tu tombes sur cette vidéo-là, ben c'est simple, OK, ça peut être applicable pour toi. Il suffit justement d'y croire et surtout de l'intégrer, de l'incarner dans ton quotidien. Alors aujourd'hui, comme vous allez voir, c'est peut-être un petit peu plus léger. Je ne suis peut-être pas nécessairement non plus à pleine capacité, même si je vais mieux, puis peut-être ça a l'air fluide dans ma conversation avec vous. Je ne suis pas à mon meilleur. J'ai été malade vraiment. Là, pour les gens qui me suivent et qui sont assidus à mes épisodes, vous le savez que je suis parti en Colombie. 10 jours, un voyage exceptionnel. Je ne vais pas nécessairement répéter tout ce que j'ai mentionné par rapport à la Colombie, mais ça fut un des plus beaux voyages de ma vie, si ce n'est pas le plus beau de mon existence. Des randonnées exceptionnelles, des humains, les gens qui sont voyagés avec moi, mais aussi tous les locaux que j'ai côtoyés. C'était fort agréable, fort intéressant. Puis j'avais mentionné la semaine dernière comment ce voyage-là va s'intégrer dans ma vie. Parce que vous le savez, on part toujours d'une façon dans un voyage et on revient toujours d'une autre façon. Alors, c'est un petit peu trop tôt pour vous le mentionner parce que j'ai été couché pratiquement toute la semaine. Vous le savez qu'au retour, j'avais un congrès en informatique à Saint-Hyacinthe. Fait que j'étais vraiment dans le feu de l'action. J'étais sur le en voyage, j'étais sur le aussi dans mon congrès parce que c'est une de mes organisations, une de mes entreprises que je suis propriétaire qui organisait le congrès. Alors, j'étais un petit peu occupé à serrer des mains, jaser avec des gens, m'assurer avec notre staff que tout était conforme et fonctionnait correctement. Fait que vendredi, tout de suite après, dans le fond, la fin de la soirée, quand tout était terminé pratiquement, on avait loué une salle pour écouter le match des Canadiens de Montréal. Je me suis assis, puis là, la grippe, la maladie a frappé là. Vous le savez, hein, c'est que quand on est toujours en mode survie, ça va vite, on est toujours en train d'être à gauche puis à droite, ben c'est sûr que la maladie n'a pas le temps nécessairement de venir dire bonjour. Fait que c'est quand que tu lâches tes nerfs, c'est quand que tu te reposes que c'est là que ça se manifeste. C'est pour ça que souvent, quand il y a des gens qui prennent leur retraite, tout va bien dans leur vie, puis tout ça, ils prennent leur retraite un peu prématurément, sans nécessairement avoir fait une préparation à cette retraite-là. Puis là, hop, ils chopent une maladie, ils chopent quelque chose, c'est que c'est ça. Hein? C'est quand les nerfs lâchent, quand le corps abandonne, puis il dit, ben là, je peux me reposer, que les petits bobos sortent à gauche et à droite. C'est ça qui s'est arrivé pour moi. Dès vendredi soir, j'ai commencé à faire de la fièvre, une grosse grippe d'homme, mal partout aux articulations, des maux musculaires, fièvre, la toux a commencé à embarquer, le rhume.
J'ai goûté, j'ai même eu le flux en plus, la diarrhée, excusez-moi, OK, pour vos oreilles vierges. Bref, OK, j'ai tout eu la totale, puis je peux même vous dire aujourd'hui encore, OK, c'est pas top, je veux dire, je tousse encore, il a même fallu que je prenne du sirop cette nuit parce que j'arrêtais pas de tousser. Puis là, je vous dis pas ça pour me plaindre, OK, au contraire, c'est que moi, je crois que oui, OK, c'est normal, OK, que j'ai été occupé, les changements de température. J'ai passé de la Colombie à 35 degrés Celsius à l'air climatisé. Oui, j'étais occupé, j'étais stressé, j'étais vraiment, OK, probablement, il y a eu un peu de fatigue aussi au travers de tout ça. Mais moi, je crois beaucoup que la maladie est là pour une raison aussi. Dans mon cas, OK, puis chacun peut prendre son interprétation pour lui-même quand ça arrive. Mais moi, c'est certain que je pense que j'avais du temps, j'avais besoin de temps pour pouvoir réfléchir à mon voyage, décanter, me ressourcer. Puis là, c'est sûr que la vie m'envoie ce que j'ai besoin. Hein. C'est sûr que si j'avais pas été malade, ben c'est certain que probablement j'aurais travaillé. J'étais souvent en retard dans certains dossiers, vu que ça faisait plus qu'une semaine, quasiment 2 semaines que j'étais à l'extérieur. Fait que probablement j'aurais travaillé beaucoup, probablement j'aurais eu beaucoup de distractions, j'aurais eu pas beaucoup de moments pour moi-même, mes enfants, tout ça. La vie me donnait ce que j'avais besoin. Puis souvent, tu sais, je le dis en langage des oiseaux, le mot maladie, c'est le mal à dit. Fait que mon corps me parle, mon corps me donne ce que j'ai besoin pour pouvoir intégrer tout ça, comprendre des choses. Hein. Tu sais que la vie est expérientielle, elle t'envoie des humains, mais elle t'envoie des situations que tu as besoin pour pouvoir comprendre, évoluer, grandir. Fait que moi, c'est ça que j'ai pris, c'est comme ça que j'ai pris le message. Puis là, ben, en parlant à tout le monde, ben là, OK, Hugo, t'es magané. Là, il y a certaines personnes qui me voyaient en vidéoconférence parce que j'ai honoré quand même certains meetings que j'avais à mon horaire. Puis là, tout le monde m'a dit, ah, ben Hugo, tu devrais aller à l'hôpital. Hugo, tu devrais prendre tel type de médicaments. Hugo, tu devrais aller chez Rachel Berry, par exemple, prendre des plantes, tel élixir, tout ça. Fait que tout le monde avait un peu sa recette et tout le monde avait un petit peu sa façon de faire. Tu sais, c'est ça que je trouve un petit peu tannant. Puis c'est correct aussi, mais tu sais, pourquoi on a besoin absolument, quand il y a quelqu'un qui ne file pas, ou que genre, de donner un commentaire, tu sais, donner sa recette, sa vérité à tout le monde. Tu sais, le monde qui a besoin, puis c'est pas un reproche, faites-le, ça ne me dérange pas, moi ça me fait plaisir, là, parce que c'est comme une forme, OK, de, tu sais, vous voulez prendre soin de moi, OK, c'est de l'amour que vous m'envoyez, mais tu sais, la majorité des gens qui viennent vous parler, là, tu sais, oui, ils vivent des choses dans leur quotidien, mais ils ne veulent pas nécessairement avoir un conseil. Hein. Ils veulent juste être écoutés ou avoir une petite compassion à gauche et à droite peut-être. Mais tu sais, prenez le temps de penser à ça quand il y a quelqu'un qui, vous pensez qu'il y a des besoins, que vous pouvez l'aider. Est-ce qu'il a besoin juste de se faire écouter, d'avoir de la compassion, un peu d'amour, ou il a besoin de votre vérité, de votre façon de faire, de votre miracle à bas prix? Est-ce qu'il a besoin de ça ou il veut juste avoir de l'écoute un petit peu? Parce que souvent, là, OK, je veux dire, chacun sait comment leur corps fonctionne. On sait indirectement ou directement ce qu'on a besoin pour pouvoir guérir. Puis moi, dans mon cas, c'était pas nécessairement d'aller à l'hôpital, OK, passer 10 heures dans la salle d'attente. J'exagère peut-être un petit peu. C'était vraiment, genre, prendre le temps de me reposer. Puis la vie me donne ce que j'avais besoin. T'sais. Fait que pourquoi je dois guérir rapidement quand, par exemple, la vie me donne ce que j'ai besoin avec le temps que j'ai besoin? Fait que moi, j'avais un mindset pour dire, ça va prendre le temps que ça va prendre, tout simplement. Puis pendant ce temps-là, ben, le travail va se faire. Puis quand ça va se terminer, toute cette expérience-là, ben, je vais être rendu au bon moment à la bonne place. Moi, c'est de même que je voyais ça. C'est sûr que dans le fond, j'ai pris quelques petites pastilles, un petit sirop, des choses comme ça pour pas nécessairement être masochiste. Il faut quand même être bien pendant ce temps-là ou du mieux, le mieux possible, tout simplement. Mais tu sais, moi, c'est le même. Fait que pourquoi guérir à tout prix, tu sais? Là, je ne veux pas vous dire, ah, OK, là, t'as chopé de telle maladie, OK, puis là, c'est plate, je suis désolé, puis c'est cruel. Je ne suis pas là à dire ça présentement, mais tu sais, pour moi, quand il m'arrive quelque chose, c'est la vie qui m'offre quelque chose pour comprendre quelque chose ou intégrer quelque chose. Puis tout simplement, il faut le vivre. Fait que c'est le même que je vois ça. Fait que pourquoi guérir à tout prix puis rapidement? Puis la souffrance, pourquoi toujours vouloir s'éloigner de la souffrance? Tu sais, l'être humain, malheureusement ou heureusement,
sais, quand tout va bien, OK, puis tout est magnifique dans notre existence, tout baigne, OK, tout coule, tout est facile, ben c'est souvent là qu'on prend pas nos prises, OK, de décision. C'est pas là qu'on prend des fois, genre, on fait nos changements dans notre vie. Parce que quand ça va bien, on est souvent dans le déni. Tu sais. Fait que pourquoi avoir une relation, OK, pas belle avec la souffrance? La souffrance est là, il faut la vivre tout simplement. Et elle est beaucoup, OK, maître, cette souffrance-là. Si tu le prends justement avec un bon mindset, tout est là à la bonne place, au bon moment. La vie te donne ce que tu as besoin, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Hey, on serait rendu, Hélène, elle pourrait enchaîner avec ça. Je suis rendu à faire venir Hélène. Je ne sais pas si elle est prête, fait que je suis convaincu que oui, je la vois ici et je vais la faire venir. J'espère que ça fonctionne. Vous savez qu'on a déjà eu des difficultés dans le passé. Alors, Je Allô? super. Yes. Allô, est-ce que tu m'entends bien? Ou très bien. Je t'écoute. Super. Ben, je suis content de te voir. Ça a été difficile cette semaine, OK, à pouvoir se synchroniser un peu à cause de ma condition. Qu'est-ce que tu penses comme d'entrée de jeu là, par rapport au sujet que je disais que dans le fond, la vie nous donne ce qu'on a besoin, puis des fois la maladie en fait partie? Ben oui, la maladie peut en faire partie. Puis dans le cadre de ma vie professionnelle, c'est pas de la maladie que j'ai à traiter. Je m'occupe aussi des dossiers CNSST, mais juste un peu la courroie administrative. Je suis pas médecin, je suis pas infirmière, je suis pas psychologue. Je suis une maman, hein, par contre. Des fois, je peux donner des conseils, mais je suis pas là pour donner des conseils. Et des fois, justement, la maladie, c'est peut-être juste un signe de prendre un petit repos ou d'aborder ça différemment. Puis, écoute, j'aurais plein de choses à dire, mais là, c'est un peu, je vais essayer de structurer ma pensée. La maladie, c'est relatif aussi à chacun. Tu sais, moi, au triage, j'ai pas souvent été à l'urgence, mais quand on me pose la question de 0 à 10, c'est quoi ton mal? Là, c'est sûr que dans ma tête, je me dis, elle m'a dit 8, je vais passer plus vite. Mais c'est pas ça. Mais mon 8 à moi, c'est pas le même 8 que toi, tu sais. Fait que, Clairement. tu sais, fait que la maladie, chacun se soigne différemment. Il y en a qui vont se booster de plein de trucs. Tu sais, des Robaxacet ou des antidouleurs, des fois, c'est pratique pour ceux qui ont un petit mal d'épaule. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben, moi, il faut vraiment que j'aille consulter, puis ça va me prendre une physiothérapie de 8 semaines. Mais je suis d'accord aussi avec toi que les conseils qui fusent de partout. Ben, moi, je t'ai dit de te reposer. C'est tout. C'est un très bon conseil, ça, Hélène. Puis c'est ça que j'ai Repose-toi. fait, OK? Repose-toi Puis comme tu veux. Écoute Netflix, dors pas. Ce que j'ai trouvé intéressant, puis je vais faire du pouce plutôt là-dessus, c'est quand tu as dit, ben, j'ai pris un temps de pause, puis j'avais quand même mon travail à faire, mes obligations, et aujourd'hui, ce que j'avais besoin de parler et passer comme message, parce que j'ai des gens qui m'écoutent, avec qui je travaille et avec qui je travaille aussi plus en coaching, c'est la délégation. Ouais. Oh, parce que, bon, il y a l'organisation qu'on fait de notre travail pour atteindre nos objectifs en demandant à nos collaborateurs, à nos employés. Mais il faut savoir déléguer. Puis, la première chose quand tu as à déléguer, il faut que tu acceptes de déléguer. Ça veut dire de donner une partie de ton pouvoir, mais tu en restes responsable à quelqu'un d'autre. Ça peut être merveilleux parce que l'autre personne va se sentir valorisée. On m'écoute, on me consulte. Mais la première chose à faire, c'est de préciser d'abord c'est quoi le résultat que tu cherches. En déléguant quoi? Puis pas en déléguant ce que ça ne te tente pas de faire, en déléguant une partie du projet qui va faire la différence. Je vais donner un exemple quand j'étais ailleurs, mais ça va bien se prêter pour passer le message. J'avais disons, on est en maintenance, OK? Donc, toute une maintenance d'usines, il y a donc des électromécaniciens, des mécaniciens, toutes sortes, et on a à assurer une maintenance et ces gens-là qui ont une imagination débordante parfois pour solutionner des problèmes, ça prend de l'imagination, on s'entend. Mais quand tu es le directeur de la maintenance,
cette personne-là avait de la misère à déléguer, mais elle était toujours dans le jus. Elle n'avait jamais le temps de rien faire. C'était aussitôt qu'il y avait, puis écoute, en maintenance, s'il y a une place où il faut s'adapter, parce qu'aussitôt qu'il y a un bris, il faut que tu arrêtes tout ça puis que tu ailles faire le bris. Fait, c'était toujours problématique. Alors, travailler sa capacité de déléguer et de prendre conscience, je pense à cette personne-là, qu'elle aimait beaucoup de faire des tâches qui ne lui appartenaient plus comme gestionnaire. Ouais, Mais ben il est c'est fait ça que. pareil. Tu sais? Fait que le pouvoir de la délégation, oui, ça a un pouvoir parce que, ça va augmenter l'efficacité de ton organisation si tu es capable de savoir déléguer. Mais il faut que tu sois prête à laisser un petit peu de Tu as dit des mots super responsable. intéressants, Hélène. Tu sais, tu dis savoir déléguer. Le problème, moi, je pense que c'est pas un savoir déléguer, c'est un mode. Tu sais, moi j'ai le même problème dans mes organisations. Le monde a de la difficulté. Moi, je leur dis, là, moi, j'appelle ça la théorie de la craque de divan. OK? Tu sais, une craque de divan, tu sais, dans le sens que si tu prends toutes les tâches, tu sais, exemple, il y a une tâche qui est là, OK, puis tu apprends, ben, tu sais, elle ne tombera pas dans la craque de divan. Tu sais, ça veut dire qu'elle est attribuée à quelqu'un. Le problème, quand tu délègues, c'est que tu prends la tâche et après ça, à qui je peux la déléguer, mettons. OK? Tu es déjà dans la marde en faisant ça. Pour déléguer, c'est que tu ne prends pas la tâche. Elle n'arrive jamais sur ton bureau. Elle est déléguée avant qu'elle arrive sur ton bureau, tu comprends? Sinon, craque de divan. Tu vas te dire, oh, mais c'est pas de bon sens, Hugo. Si, exemple, l'usine qui est arrêtée parce que dans le fond, quelqu'un n'a pas pris une tâche, c'est pas grave. Elle est dans le craque de divan quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Tu la vois dans le craque de divan comme gestionnaire, tu la laisses là, mais tu la supervises pour s'assurer que quelqu'un la ramasse. Tu comprends? Oui. Le problème, c'est que les gestionnaires ramassent la tâche, est rendue dans leur calepin, c'est rendu leur problème. Et là, après ça, genre, OK, je vais la déléguer. Fait que là, ce qui arrive, c'est que dans le fond, la personne, elle sait que son superviseur, OK, c'est son problème. Mais si ça arrive jamais sur ton bureau, puis ça arrive sur le bureau des bonnes personnes, ben là, c'est rendu la responsabilité 100% totalement à la personne. Fait qu'il faut créer des mécanismes. Quand je dis c'est un mode, c'est ça. C'est que toi, comme gestionnaire, assure-toi que ça n'arrive pas sur ton bureau, puis ça rentre dans les bons canaux, dans les bons canaux immédiatement. Puis là, quand ça tombe sur le bureau de la personne concernée, c'est sa responsabilité que ça marche ou ça ne marche pas. Il y a la théorie des singes au travail. Là. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Oh, oui, puis des fois, j'en vois se promener, effectivement, oui. Ben, c'est ça, le gestionnaire ramasse les singes des gens. À place d'aider leurs collaborateurs à nourrir leurs singes, il pogne le singe. La responsabilité est rendue à qui quand le singe est sur l'épaule du superviseur? Elle est rendue au superviseur. T'sais. C'est ça le problème. Puis, tu sais, la théorie du singe, ça va loin parce que, tu sais, souvent après ça, la fin de semaine, les employés vont jouer au golf, mais le gestionnaire, il faut qu'il rentre travailler parce qu'il y a une multitude de singes de tout le monde. Tu comprends? C'est ça le problème de ton gestionnaire. C'est qu'il faut mettre des mécanismes que ça n'arrive jamais sur ton bureau. Puis là, moi, mes employés me disent « Hugo, tu ne fous rien de ta journée. » Mais maintenir ces mécanismes-là là, pour que ça aille à la bonne place, là, ça prend quand même de la supervision. Parce que là, souvent, le superviseur, qu'est-ce qu'il arrive? Il dit « j'ai plus rien à faire, je ne suis pas bon. J'ai plus rien à faire. » Mais non, tu es tellement bon que tu t'es organisé que ça aille à la bonne place. C'est ça, il faut changer de mindset. Au Québec, OK, si un employé performant, c'est un employé qui travaille fort, dur, OK, puis il travaille 50 heures. Ou c'est exactement celui qui dit tout le temps je suis occupé, j'ai pas le temps, puis je suis débordé. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est que un gestionnaire qui a un mauvais sens de délégation, ben, il a l'air de la personne, je vais peut-être te dire, qui a un problème d'organisation. Ben, c'est sûr et certain, s'il y a trop de travail. Puis il y en a, tu sais, il y en a qui ont. Tu dis, comment ils font pour tout faire ça? Ben, ça prend un minimum d'organisation, puis savoir déléguer, mais être capable de laisser le pouvoir à l'autre, tout en étant quand même responsable du risque. En tout cas, ça dépend des paliers, là, mais faut accepter que tu lâches prise un peu sur certains dossiers. C'est tout. Mais que tu acceptes, puis c'est aussi le développement de l'autre. Là, mets-toi dans la position. Savoir déléguer, c'est de donner de la confiance en son monde. Oui. Comme gestionnaire, le problème aussi, là, c'est qu'ils se rendent toujours disponibles aussi.
sais, le Ah, problème, c'est que la porte est toujours ouverte. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans le fond, 90%, 100% de leur temps est là pour éteindre des feux, OK, pour faire du spontané, dont des rencontres avec des employés pour nourrir ces fameux singes-là aussi. Mais il faut mettre des moments où ils sont indisponibles. Tu sais, moi, je dis aux gens, tu as des dossiers opérationnels, c'est du day-to-day, là, du quotidien, des feux à éteindre. Tu as des dossiers stratégiques, puis tu as des dossiers aussi politiques. Exemple, il faut que tu fasses des rapports pour ton patron ou, je ne sais pas, il y a quelque chose d'illogique qu'il faut que tu fasses dans l'entreprise. Puis ça doit être dans l'horaire, puis il doit y avoir des plages horaires dans ton horaire, puis tu ne dois pas déroger de ces plages horaires-là. Tu comprends? Le monde, ils mettent une plage horaire OK, pour des dossiers stratégiques. Exemple, mettons, je ne sais pas, genre, justement, planifier une maintenance OK, de l'usine. Ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que, ben là, il y a un problème, je vais prendre cette plage horaire-là OK, pour régler le problème. Aux yeux de tes employés, tu passes pour un bon employé parce que, dans le fond, tu es toujours là en train de les aider. ouais. Mais là, ton gestionnaire en haut, lui, il a besoin de la maintenance planifiée. Là. Exactement. Mais là, ce que tu me sors là, on va rentrer dans les dynamiques de la personne. OK? Là, tu sais que je donne de la formation avec M3I où on a 4 belles dynamiques de personnes et tout ce qui est l'organisation, c'est le côté un peu plus raison. Donc, ceux qui ont un côté un peu plus juge, qui sont très, tu sais, nos gens qui sont organisés. Mais si je parle de mes gens de maintenance, qui sont plus dans l'imagination, parce que c'est des gens que donne-leur un problème, les outils appropriés, puis ils vont trouver la solution qui, des fois, sort du cadre. Mais le sens de l'organisation, c'est le côté raison. Puis, ces gens-là ont plus de difficultés à déléguer parce qu'ils veulent être sûrs que c'est bien fait et que c'est fait à leur façon. Fait que tu vois-tu un peu où je t'amène, tu sais? Des fois, celui qui organise tout ça, qu'il faut qu'il apprenne à déléguer, il faut qu'il laisse à des gens qui vont le faire d'une façon différente pour solutionner des problèmes. Et c'est là que ça devient difficile, un peu plus c'est à contre-courant. Fait que celui qui organise, qui est bête, tu sais, puis ça devient efficace. Quand tu es organisé, c'est efficace. C'est la base de l'efficacité, mais en même changer, temps, là. Il faut enlever la rigueur de ceux qui organisent. Moi, tes plages horaires, by the book, je ne suis pas capable de le faire à la hauteur de ce que tu fais. Mais pour avoir des idées, là, je peux être bien éclatée. Ça, mais cette rigueur-là, je ne l'ai pas. Puis je sais que parfois, mon manque d'organisation m'amène ma petite anxiété. Je veux savoir le temps de le faire. J'ai-tu fait ci, j'ai-tu fait ça? Puis il faut que j'apprenne à déléguer. Quand je suis revenue de la Colombie l'année dernière, j'ai eu la chance que ma supérieure immédiate a fait « Wow, OK, là, Hélène, au niveau clérical, là, je vais te donner de l'aide un peu. » Et je la demandais pas parce que je le voyais pas dans mon organisation, mais elle, après qu'elle m'ait remplacé 2 semaines, des fois, c'est pratique, elle fait « Oh, il y a quelque chose qui marche pas. » Et j'ai fait OK. Et ça m'a pris presque 3 mois avant d'être bien pour déléguer ce que j'avais à déléguer parce que je voulais en même temps que ça soit fait à ma façon. En tout cas, c'est pas facile, la délégation. C'est pas facile. Mais il faut en prendre conscience. Quand tu es malade, c'est bien plus facile après. Si tu as réussi à déléguer, c'est plus facile de. Ouais, mais moi, j'utilise ma technique. T'sais. Moi, c'est facile pour moi de déléguer parce que moi, je ne prends rien. Tu comprends? Le problème, encore une fois, c'est que si ça arrive sur ton bureau, tu es pogné pour le déléguer. Moi, je ne délègue rien, ça n'arrive jamais à moi. Tu comprends? C'est un mindset. Puis l'affaire, c'est que moi, je comprends aussi, puis ça, le monde sont dans le déni. Quand tu dis comme gestionnaire, c'est que dans le fond, OK, moi, je m'amuse à dire que je suis lâche. OK? Parce que moi, je ne prends rien, je m'assure que c'était à la bonne personne. Parce que c'est un mindset. Fait que là, quand tu fais cette technique-là, tu fais rien. Tu comprends? Mais tu sais, gérer des flux comme ça, c'est de la supervision. Tu comprends? Parce que ça m'a donné, il faut que tu t'assures quand même qu'il y a des livrables de fait, des choses comme ça. Oui. C'est ça l'erreur que les gens font. Puis ça prend du mentorat dans l'entreprise, parce que tu disais, genre, une personne, par exemple, qui n'est pas organisée, puis qu'il n'y a pas un potentiel d'organisation important dans sa personnalité, ça ne sert à rien, selon moi, puis ça, c'est peut-être un débat qu'on peut avoir, de focusser cette compétence-là. Selon moi, tu ne peux pas, si tu n'as pas cette compétence-là en toi, ou tu n'as pas cette personnalité-là chez toi,
Ça ne sert à rien de miser puis mettre de l'énergie là-dessus. Tu vas le faire à contre-nature, OK? Ça va te faire chier, puis à un moment donné, tu vas sacrer ton camp de l'organisation. Moi, je mise plus, tu es un créatif, on va te donner beaucoup le cadre que tu as besoin, on va travailler créatif, OK, du monde, puis les problématiques d'organisation, ben là, on va trouver un palliatif, comme des outils technologiques ou des processus qui vont te donner un coup de main. Parce que, tu sais, dans les années 50, c'est ça, on travaillait sur nos faiblesses, mais tu sais, on allait à contre-nature, les gens étaient épuisés. Oui, mais c'est vrai, ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Oui. Puis, tu sais, ça prend une maturité qui est assez importante pour comprendre, OK, bon, maintenant, je ne suis pas organisé, il y a des conséquences dans mon affaire. Exemple, si je ne paye pas mes factures, par exemple, si je ne suis pas organisé, ben, je vais dire, la banque va courir après moi, par exemple. OK? Ça prend de la maturité pour dire, OK, je vais mettre des choses, je vais mettre des structures, je vais mettre des mécanismes dans ma vie pour pouvoir le faire, tout simplement. Puis ça, on peut comprendre avec les factures facilement. Mais tu sais, par exemple, dans une usine, par exemple, si, par exemple, tu as besoin exemple, avant de faire une maintenance, j'aime bien ton exemple de maintenance, ça prend un plan d'action. Ce n'est pas tout le monde qui ont la capacité, OK, puis où ils voient l'importance de faire un plan d'action. OK, bon, je vais pouvoir, OK, qui est le mieux placé dans mon équipe pour pouvoir travailler. Ça prend de la maturité, mais ça prend du mentorat dans l'organisation, exemple en ressources humaines, pour amener les gens là-dessus. Puis ça prend du temps, on dit que ça prend 21 jours, 30 jours OK, à vouloir changer un comportement, mais c'est de l'assiduité quotidien pour pouvoir faire comprendre à cette personne-là. Puis pourquoi que la personne, OK, elle ne le fait pas? C'est que dans le fond, au lieu de vivre en pleine conscience, ça veut dire que dans le fond, au lieu d'agir puis réagir immédiatement lors d'une situation, OK, je réfléchis, j'accueille, je ressens, OK, telle situation se manifeste dans ma vie, OK, qu'est-ce que je peux faire différemment maintenant, OK, pour réaliser mes objectifs de carrière, mes objectifs pour le travail? Ah, OK, c'est vrai, Hélène me dit qu'il fallait que je délègue plus, OK. Bon, c'est un bon exemple présentement, mon plan d'action, il est bien fait. Telle tâche, je pourrais donner ça à Bruno, je le donne à Bruno, tu sais. Fait que ça prend de la pleine conscience. C'est pour ça que le monde ne sont pas bons là-dedans, ils sont toujours sur le pilote automatique. Ah, je suis habitué de faire ça, ils le font. Exactement. Tout revient un petit peu à une certaine forme de spiritualité puis une certaine forme de vivre le moment présent. Puis les gens refont toujours les mêmes actions, les mêmes choix, les mêmes décisions. Puis après ça, ils disent, ma vie n'évolue pas, mon évaluation annuelle, OK, est toujours aussi ordinaire, je plafonnais. Ben c'est ça, ils font toujours les mêmes choix. Comment tu veux changer, évoluer si tu fais toujours les mêmes choix? Ça, c'est pas évident. Puis c'est dur d'arriver dans une organisation et de dire, hey, maintenant, il faudrait que tu sois plus en pleine conscience. Parce que non, c'est pas toujours tout le monde qui est prêt à accueillir ce mot-là, être en pleine conscience. En pleine conscience, là, c'est pas être un yogi, OK, puis faire de la méditation. En pleine conscience, c'est d'accueillir ce qu'il y a maintenant, au lieu d'être sur le pilote automatique, puis agir, réagir toujours sur tes pulsions, tes émotions. Fait que on devrait enseigner ça aux enfants dès la maternelle, dès la prématernelle. Comment accueillir, ressentir ce qu'il y a là maintenant. Ça éliminerait une majorité des enjeux que nous vivons dans la société actuellement et dans les organisations. Ça pourrait être... il n'en parle pas? Je ne sais pas. Il n'en parle pas partout. Il n'en parle pas partout. Il y a sûrement des raisons. Il y a sûrement des raisons à ça parce que c'est sûr que on apprend à faire, calculer. Tout être dans le faire. Calculer, faire tes preuves, fait, mais jamais trop dans l'être. Je donne l'exemple souvent, là, est-ce qu'ils montrent à l'école comment vivre une peine d'amour? Pourtant, c'est une cause de suicide dans notre société, puis de malaise, c'est les séparations. Ils ne nous montrent pas comment être un bon parent, une bonne mère. Hein, c'est la fête des mères aujourd'hui. Bonne fête en passant, Hélène. Merci. Ils ne nous montrent jamais comment faire ça. Ils vont nous montrer comment genre, être un bon citoyen, comment faire ses preuves, comment payer ses factures, comment faire, mais jamais comment être. Fait que, on devrait changer ça. Comme un peu plus on entend souvent certaines sociétés, mettons orientales, qui sont beaucoup plus dans l'être. Hein. Puis nous, comme société occidentale, on les juge. Hein, dans la voie, souvent, on les juge. Puis... À voir. Ben, merci, Hélène. En tout cas, écoute, je vais profiter de la fête des mères pour déléguer des choses à mon fils.
Ben oui, c'est une belle journée pour ça. Puis là, si c'est la journée où tu peux dire, OK, quand il chiale, ben là, tabarouette, là, j'ai pas le temps. Hey, c'est la fête des mères. Fait que là, ils n'ont pas d'excuses, là. Tu peux pas te déroger de ça. Tu peux pas te dire, non, non, c'est pas vrai, c'est la fête des mères. Exactement. Exactement. Bon, je vais laisser le temps de dormir un petit peu là, pour pas que j'aie droit à du bingo, Ouais. mais après, je vais aller déléguer des choses. Hey, je ne sais pas si on va se revoir jeudi prochain, Ah, tu sais, tu mais pars en voyage. oui, oui. Fait qu'il a fallu que je délègue quand même des choses. Puis, je suis très fière de mon projet là, que je réalise. Puis, ça fait du bien, ça aussi. Fait qu'il faut toujours. Ben, tu viendras nous en parler à ton retour, justement, là, parce que là, tu vas pouvoir voir comment ça s'est manifesté là, concrètement. Là. Fait que tu vas pouvoir venir nous en parler si ça t'intéresse. Ben, c'est sûr que ça m'intéresse parce que c'est un beau mélange, encore une fois, de culture que tu connais bien. Puis, ben, c'est ça. Écoute, sachons déléguer, faisons confiance aux gens, puis on se quitte là-dessus. Moi, je continue à t'écouter, évidemment, apprenant mon Super. café. Ben, bonne journée. À la Merci. prochaine. Salut. Bye. Toujours super intéressant. Hey, je veux qu'on fasse un petit bond sur la fête des mères, OK? Parce que moi, j'aime ça comprendre le pourquoi du pourquoi. Pourquoi qu'on a choisi comme société d'avoir une journée qui est la fête des mères. D'ailleurs, vous le savez, il y a une journée pratiquement OK, pour toute la journée de la Terre, la journée de la fête des pères. Il y a une journée là, sur tout, OK, à chaque jour, il y a une journée internationale de quelque chose. Puis je ne suis pas en train de chialer contre ça pendant tout, là, mais des fois, un peu, il y a des significations qui sont un petit peu plus intéressantes que d'autres. La fête des mères, c'est quoi? Officiellement, là, je suis allé taper ça sur ChatGPT, c'est pas moi qui savais ça initialement. Là. Mais théoriquement, okay, c'est en 1908, ça a commencé en 1905, là, c'est Anna Jarvis, une Américaine qui voulait donner un petit peu plus d'importance pour les mères qui font un travail exceptionnel, hein, surtout à l'époque. Vous savez que les femmes étaient plus au foyer. Hein. Je suis désolé, c'est un fait historique, malheureusement. Alors, Anna voulait donner un petit peu plus de lumière, de récompense un petit peu pour le travail exceptionnel des mères à la maison, surtout. Puis, tu sais, moi, je crois beaucoup qu'avoir une personne à la maison, que ce soit un homme ou une femme, là, aujourd'hui, en 2026, peut être un atout assez important. Vous le savez, à vous qui êtes une jeune famille, là, tu es en couple, les deux travaillent, tu as deux jeunes enfants, c'est quelque chose, entretenir la maison, mais pas juste ça. Hein. La garderie, souvent, c'est difficile d'avoir une place. Fait que, moi, je crois quand même que les gens qui restent à la maison, peut-être pas nécessairement toute leur vie, c'est un atout, c'est une force économique aussi. Souvent, on ne voit pas, on pense que c'est passif. Moi, je trouve que c'est une force économique et on devrait peut-être valoriser les gens qui voudraient s'occuper de leur famille. Je trouve que c'est mal valorisé. On parle beaucoup la même chose avec les retraités aussi. Moi, je crois que tout ce qui est le bénévolat, tout ce qui est les gens retraités qui veulent revenir au travail, je trouve que c'est une force économique assez exceptionnelle. On devrait valoriser beaucoup plus ça. Comment, je ne suis pas un politicien, mais avec des crédits souvent d'impôts ou peu importe, okay, même juste mettre un peu plus de glamour, d'amour autour de ces statuts-là, parce que souvent, je suis retraité, je travaille 10 heures chez IGA. Quand je vais chez IGA, je vois les gens qui sont super heureux d'emballer nos commissions, toujours le beau sourire, ça me fait toujours chaud au cœur de leur discuter un petit peu quand je vais faire des commissions. Bref, il faudrait valoriser plus. Bon, Anna Jarvis, en 1908, a fondé théoriquement la fête des mères. C'est fêté depuis ce temps-là. Sauf que vous le savez toujours qu'en arrière de chaque chose, il y a quelque chose d'un petit peu plus spirituel, un petit peu plus profond que ça. Plusieurs traditions, là, on parle des Grecs, là, puis là, je vais peut-être prononcer là, des mots un petit peu plus difficiles. Bien, eux autres, dans le fond, ils fêtaient peut-être pas nécessairement la même date que la fête des mères, là, mais il y avait une journée là, qui c'était Rhea, qui se trouve être la mère des dieux d'Olympe. Vous savez, Zeus, Athéna, tous ces dieux-là dans la mythologie grecque. Là. Il y avait Rhea, qui se trouve être la mère des dieux de l'Olympe, puis c'était fêté vraiment par les Grecs. Encore là, je ne sais pas si c'était encore la même date, ça me surprendrait, mais les Romains, qui est quand même, quand même un peuple qui est quand même très, très proche des Grecs, c'est Cybèle, qui est encore là, qui était la grande déesse. Il y a dans d'autres traditions, surtout en Amérique latine, Pachamama, que vous avez sûrement déjà entendu, qui est la terre-mère. Bon,
la Sainte Vierge, OK? Dans toute tradition, OK, il y a une mère fécondeuse, OK, qui a tout fondé, tout ce que vous connaissez, hein? La Terre, la planète Terre, des choses comme ça. Fait que c'est peut-être un petit clin d'œil, OK, la fête des mères, à tous ces dieux, ces déesses-là, plutôt, OK, qui a forgé un petit peu l'histoire de l'humanité. Puis, la mère, c'est quoi? Hein? C'est beaucoup, c'est la création, hein? C'est la création de tout. Hein? C'est elle qui met au monde, OK, bon, soit la terre qui a mis au monde l'humanité, la mère qui est humaine qui a mis au monde un enfant. C'est beaucoup la créativité, c'est l'amour inconditionnel. Hein? Souvent, dans plusieurs traditions, quand ils disent OK, comment Dieu peut nous aimer? C'est quoi l'amour conditionnel? Souvent, on va avoir comme réponse, OK, qu'est-ce que notre cerveau humain est capable de plus comprendre? C'était quoi cet amour-là de Dieu qu'il a en notre égard, envers nous? C'est l'amour d'une mère à l'égard de son enfant. C'est l'amour le plus proche de l'amour inconditionnel, de l'amour de Dieu. Fait qu'une belle journée pour passer du temps avec notre mère, lui dire qu'on l'aime. On devrait le faire à tous les jours, par contre. Tous les jours, ça passe vite, la vie. Mais une chose est sûre, mes enfants travaillent dans des restaurants normandins, pour ne pas le nommer. Puis moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà de restaurant. Et je peux les mères, si vous travaillez, si vous allez dans un restaurant aujourd'hui, c'est la journée la plus populaire, c'est la journée qui roule le plus. C'est sûr que la Saint-Valentin, ça fonctionne quand même beaucoup, mais tu es un couple. Tu ne vas pas en famille, tu vas avec ta blonde, ton chum. La fête des mères, souvent, tu vas en gang, en famille, parce que dans le fond, souvent, la mère a plus qu'un enfant. Et le père aussi a tendance à fêter ça aussi avec sa conjointe. Fait que, bref, une belle journée pour vous, mesdames, puis même pour vous, messieurs, OK, pour honorer l'amour inconditionnel, honorer la créativité. C'est une belle journée pour ça. On poursuit, les amis. Il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui en direct. Je suis quand même content parce qu'on est dimanche, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Fait que merci beaucoup de me suivre. Je veux qu'on parle du 40e anniversaire d'une de mes entreprises. C'est rare que je parle de mes trucs là, vraiment de façon approfondie, mais aujourd'hui, je vais le faire pour la raison simple que c'est mon 40e anniversaire. Moi, vous devez comprendre que j'ai 45 ans. J'ai fondé ma première entreprise, j'avais 18 ans. C'est une entreprise qui, à l'époque, s'appelait Servelings Communication. Fait que si vous allez sur le registre des entreprises, vous allez voir, j'ai démarré ça en 1998. J'avais 18 ans. Je pense que ça prend 18 ans pour pouvoir démarrer officiellement une entreprise. En tout cas, c'est une incorporation, peut-être pas un enregistrement standard, là. D'une entreprise individuelle, mais pour une incorporation, je pense que ça prend 18 ans, ça c'est certain. Fait que j'ai fondé mon entreprise à l'âge de 18 ans, Servelings Communication. C'est une entreprise qui regrouperait beaucoup tout ce que je fais aujourd'hui. J'avais quand même une vision là, de tout ce qui était technologique. J'étais au cégep à Rivière-du-Loup en informatique justement. Puis là-bas, l'informatique, c'était quoi au début? C'était tout. Hein? C'était la réparation d'ordinateurs, c'était tout ce qui était tout service informatique pour entreprise, résidentiel aussi. C'était de la programmation logicielle. Et les sites web commençaient. Là. Amazon a démarré en 1995, juste pour vous dire quand est-ce que, pour se situer un petit peu dans ces dates-là. Alors, ça commençait l'informatique, le web aussi. Fait que on faisait tout ça. On programmait des sites web, des logiciels, on faisait du support technique pour entreprises. Je ne vendais pas nécessairement du matériel initialement. Je voulais juste être un consultant et un intégrateur, vendre du service. Ça a été beaucoup plus tard qu'on a commencé à avoir du matériel informatique. J'avais engagé une personne qui est toujours chez nous d'ailleurs, Steve, je ne sais pas s'il m'écoute présentement, que lui, dans son ancienne vie, il vendait du matériel et d'autres trucs aussi en informatique. Quand je l'ai engagé, clairement, il m'a convaincu de vendre du matériel et ce qu'on a fait là, depuis son avenue. Puis dans cette entreprise-là, Servelings Communication, j'ai fait plusieurs acquisitions. Je vais juste prendre une gorgée de café. J'ai la gorge vraiment sèche, puis en tout cas, je vais essayer de ne pas trop tousser là, parce que quand je pars, je ne m'arrête plus. Alors ça, on a commencé à vendre du matériel informatique, mais il faut comprendre que j'ai fait plusieurs acquisitions au fil du temps dans cette entreprise-là. J'ai acheté une entreprise qui s'appelait Informatica, pour différentes raisons. Mais une des grosses entreprises que j'ai achetées, c'était à l'Apocatière, qui s'appelait Informatique IDC.
Informatique IDC, ça a été démarré en 1987, ça fait que beaucoup plus vieux que moi. Puis au fil du temps, ben, toutes ces acquisitions-là, ben, on a décidé de fusionner avec un nouveau nom. Parce que là, vous comprenez qu'avec tous ces noms-là, Informatica, Servlinks Communication, puis d'autres acquisitions, je ne vais pas toutes les nommer, ben, c'était vraiment des noms séparés, puis c'était des gangs de personnes, des employés différents. Puis je voulais vraiment créer un sentiment d'appartenance. Fait que quoi de mieux que renommer ou changer de nom après une belle fusion de toutes ces entités-là pour créer justement un nouveau nom pour que tout le monde se sente appartenir à cette organisation-là. Qu'est-ce que j'ai fait avant de fusionner? C'est que j'ai tout séparé les secteurs d'activité de qu'est-ce qu'il y avait dans Servlinks Communication. J'ai gardé l'informatique là-dedans, mais tout ce qui est programmation logicielle, j'ai comme fait une autre incorporation qui s'appelle ENOS, E-N-O-S. Tout ce qui est logiciel, j'ai mis ça dans cette entreprise-là. Après ça, bon, tout ce qui était marketing, site web, j'ai mis ça dans une autre entité. Puis, bon, rapidement, puis sommairement, c'est un peu ça qui s'est passé, mais ça a été beaucoup plus complexe que ça. Et tout ce qui était informatique, je les ai fusionnés et j'ai décidé d'appeler ça Atria. A-T-R-I-A. Puis là, en 2026-2027, puis mon année fiscale commence le 1er avril, c'est notre 40e anniversaire. Beaucoup en lien avec Informatique IDC, qui a été démarré en 1987 par Jean-Luc Tremblay. Vous allez comprendre que 1998, Servlinks Communication, ma première entreprise, ça ne fait pas 40 ans, mais avec IDC, OK, ça fait 40 ans. Donc, on a décidé, avec mon équipe de direction Extive, OK, qui d'ailleurs qui va devenir actionnaire de cette compagnie-là dans les prochaines semaines, prochains mois, on a décidé que le 27 mai 2026, ça va être une activité exceptionnelle pour célébrer ce 40e anniversaire. Puis là, regardez un peu à gauche et à droite, OK, dans votre ville, dans votre secteur où vous restez. 40 ans, il n'y a pas 1 million d'entreprises qui fait que ça fait 40 ans. Souvent, les entreprises ont 5-10 ans. Il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup de fermetures aussi, vous le savez. Fait que c'est quand même assez exceptionnel. Fait que là, le 40e, c'est principalement pour nos employés et nos clients. Fait que si vous vous sentez interpellé et que vous n'avez pas été invité, bien, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire vraiment plaisir de vous inviter si c'est pertinent pour vous. Sinon, vous êtes probablement déjà invité, puis j'ai hâte de vous voir le 27 mai prochain. C'est dans 2-3 semaines. Là. Fait qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait là, pour réaliser cette activité-là. Mais quand même, on est prêt. Là, la majorité des choses sont effectuées ou sont en train de se terminer. Mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de travail à faire quand même pour le mois de mai. Fait que mon mois de mai va être vraiment axé sur cette festivité-là qui est quand même super importante pour moi. C'est quand même, tu sais, bon, 1998, là, ça fait quoi? Ça fait 26 ans, ça fait quasiment 30 ans. C'est 30 ans de mon existence. Là. Fait que c'est quand même majeur. Fait que j'en suis quand même très, très fier. Puis, je suis très heureux de vous parler de tout cela. Fait que vous allez souvent entendre parler de ce 40e-là parce que là, j'étais un peu en retard vu que j'ai eu la grippe cette semaine. J'étais en train de finaliser mon infolette. Vous le savez, j'envoie toujours une infolette au début du mois. Normalement, c'est toujours la première journée ou la deuxième journée. Là, on est 10 aujourd'hui. Je suis en retard. C'est pratiquement prêt, mais je vais parler plus davantage de ce 40e-là. Ça va être vraiment super, super intéressant. On poursuit. Je t'ai parlé d'entrée de jeu quand j'ai fait un peu ma lecture de mon ordre du jour que cette semaine, je voudrais vous parler un peu de la légende, du mythe du roi Arthur. La raison un petit peu simple pourquoi je vais parler de ça, parce que je parle toujours d'un sujet un petit peu plus mystérieux, des groupes un peu ésotériques à chaque semaine. Puis, vu que j'étais un petit peu au lit cette semaine, ben, j'ai pris le temps, ce que je fais rarement, d'écouter un peu la Netflix ou, bon, je suis abonné à plusieurs plateformes de films, là, que ce soit Prime, sur Amazon, Disney, tout ça. Puis j'ai écouté beaucoup, tu sais, vous savez, quand tu écoutes quelque chose, ben là, il y a des suggestions, hein, l'algorithme t'envoie des exemples de films similaires. Fait que j'ai écouté des films un peu sur la romantique, beaucoup sur les îles britanniques, beaucoup en lien avec la 9e Légion, là, puis tu sais, c'est pas ce sujet-là que je veux parler, mais vous le savez que dans le fond, les îles britanniques faisaient partie de l'empire de la romantique. Puis, c'était super difficile à
à pouvoir maintenir ces conquêtes-là dans des îles britanniques. Il y avait beaucoup de barbares, de rébellions à gauche et à droite. Puis la 9e Légion, il y a plusieurs films basés là-dessus. Le film que j'écoutais, le premier, c'est Centurion. L'histoire est simple, c'est un centurion qui va à la guerre sur les îles britanniques et la 9e Légion qui va essayer de contenir les rebelles, je ne sais plus quelle tribu, là, mais sur les îles dans le coin de l'Écosse. Puis bref, la Légion est complètement décimée. Puis bon, c'était une honte pour l'armée romaine. Puis après ça, ben là, plein de suggestions en lien avec ça. Vous avez sûrement déjà vu peut-être l'aigle de la 9e Légion. C'est avec Channing Tatum, là, le Magic Mike. Là, les filles, vous avez sûrement, quand vous entendez Magic Mike, vous avez sûrement eu des émotions se produire en vous. Bref, quand même un film intéressant quand même. Mais là, je veux revenir quand même sur l'aigle de la 9e Légion. C'est simple, c'est un peu une continuité, là, sans nécessairement, c'est pas une continuité directe, là, mais c'est vraiment Channing Tatum essaie de retrouver l'aigle de cette fameuse légion-là qui a été perdue là, lors de cette guerre-là. Bref, beaucoup de sujets qui a tourné autour des îles britanniques de la Rome. Et j'ai écouté hier le fameux film Roi Arthur, la légende d'Excalibur, là, qui se trouve un film assez intéressant aussi, avec Jude Law, entre autres. Je vous conseille d'aller voir ce film-là quand même, c'est vraiment assez intéressant. C'est très bien fait aussi, puis même si vous n'aimez pas des trucs, des films médiévaux, c'est quand même super intéressant. Puis là, je veux vous emmener directement à cette légende-là du roi Arthur. Là, on se comprend que cette histoire-là, c'est un petit peu dur à suivre parce qu'il y a tellement eu de films, il y a tellement eu d'ouvrages sur le roi Arthur, il y a même eu des téléséries humoristiques comme Kaamelott là, en France. Ça se situe, cette histoire-là, normalement, après la chute de l'Empire romain. D'ailleurs, quand je parlais un petit peu des films, Le Centurion puis l'aigle de la 9e Légion, c'est dans la période où que l'Empire romain est en déclin. Là. Fait que c'est pour ça qu'il perdait beaucoup de territoire sur les îles britanniques, mais dans l'ensemble de l'Empire. Là, l'Empire romain d'Occident, puis vous savez que l'Empire romain a été divisé en deux. Hein, à gauche, l'Occident qui était géré par Rome, et à droite, l'Empire d'Orient qui était géré par Byzance-Constantinople. Mais l'Empire de Rome a été, dans le fond, déchu, a été éliminé théoriquement à 476 après Jésus-Christ, tandis que l'Empire d'Orient, géré par Constantinople, ce qu'on l'appelait les Byzantins, a été vraiment tout récemment, quasiment, là, sur l'échelle de la planète, là, en 1453 par les Huns. D'ailleurs, quand je suis allé en Turquie, où on va dans d'autres civilisations, d'autres peuples dans le monde actuellement, quand tu dis l'Empire romain, quand est-ce qu'il a été qui est éliminé, souvent, nous autres, on va dire 476 après Jésus-Christ parce qu'on a appris ça dans les livres d'histoire à l'école. Mais là-bas, eux autres, l'Empire romain, disent que c'est beaucoup plus tard, 1453 par les Ottomans, Mehmed II. Fait que c'est beaucoup plus récent. Fait que tu vois qu'il peut y avoir même des frictions historiques entre deux idéologies. Puis tout ça, c'est vrai en réalité. C'est juste la façon que tu vois la chose. Puis il y a d'autres personnes, d'autres peuples, d'autres civilisations actuellement qui vont dire que l'Empire romain existe toujours parce que dans le fond, le Vatican, hein, la religion catholique, est omniprésente partout. Et tout ça, ça a été Constantin, le premier empereur romain, à avoir mis la religion d'État qui se trouve être la chrétienté en réalité, parce qu'au début, c'était le chrétien, c'est pas catholique, orthodoxe, anglican. Ben, il le dit, si je ne suis pas capable, à cause des barbares et des invasions, de faire un empire physique, je vais faire un empire spirituel. Fait que, bref, aujourd'hui, peut-être que l'Empire romain existe toujours. Qui sait? Hein, je ne vais pas faire le débat. Fait que, bref, ça se situe dans le déclin de l'Empire romain. On parle de 476. Fait que là, c'est plus proche de 450 à 500 après Jésus-Christ. Parce que vous allez comprendre que le déclin sur les îles britanniques a été beaucoup plus tôt et même l'île britannique a été libérée par l'Empire romain beaucoup plus tôt que la chute de Rome
parce que dans le fond, ils voulaient se concentrer beaucoup plus à des frontières beaucoup plus faciles à défendre, ce qui était très difficile. Vous avez sûrement déjà entendu parler du mur d'Adrien, l'empereur Adrien qui a divisé un peu les îles britanniques avec un mur. On parle souvent de la muraille de Chine, mais il y a eu comme des murailles aussi sur l'île des îles britanniques, le mur d'Adrien. Fait que, bref, les Romains se retirent, alors il y aurait eu une légende qu'un personnage mythique breton, qui se trouve être dans le fond une personne qui vivait sur l'île. On ne sait pas si c'est une personne qui avait un petit peu d'influence romaine ou que c'était vraiment un barbare ou un mélange de plusieurs personnes historiques qui fait en sorte que cette légende perdure aujourd'hui. Et bref, cette personne-là, c'était un leader charismatique, bien entendu. Il aurait uni les peuples des îles britanniques pour aider, pour empêcher les envahisseurs saxons. Fait que normalement, c'est des Bretons, c'est des Romains. Il y a des Saxons qui, dans le fond, viennent envahir les îles. Vous allez comprendre aussi qu'aujourd'hui, on parle souvent des Anglo-Saxons, c'est-à-dire que, dans le fond, vous allez comprendre que il y a quand même eu des invasions historiques des Saxons. Ils ont gagné. Les Saxons, du moins, ils sont venus s'établir sur l'île. On entend souvent parler aussi dans les films de Vikings que c'était des Danois aussi qui venaient. Fait que, les îles britanniques aujourd'hui, c'est un mélange de quoi? De Bretons, de Saxons, de Danois. Puis si tu vas un petit peu plus loin dans l'histoire, on sait que le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, qui est un Français, mais un Normand, probablement descendance vikings aussi, aurait conquis les îles britanniques pour devenir le roi d'Angleterre. C'est un mélange de tout ça, les îles britanniques. Bref, cette personne-là est vraiment, ça me pique dans l'œil, excusez-moi, est vraiment connue aussi pour son côté leadership et aussi mystique. Il y aurait eu une épée Excalibur. Souvent, il y a des légendes qui disent que cette épée-là, c'est peut-être un ancien cavalier romain. Les épées sont beaucoup plus longues que les glaives romains à l'époque. Fait que la légende de l'épée aurait peut-être pu commencer là avec une épée plus style de cavalier, là, comme les fameuses guerres en cheval, là, les chevaliers qui tranchaient des têtes avec les épées un peu plus longues. Fait que bref, l'épée Excalibur, souvent il y a des gens qui vont dire que c'est le roi Arthur qui a soulevé l'épée qui était coincée dans une roche. Fait que dans le fond, seuls, par exemple, les descendants ou les personnes dignes, il y en a qui vont dire que c'est des descendants de la famille Pendragon. Il y en a qui vont dire qu'il faut que tu sois digne pour pouvoir enlever l'épée de la roche. Plusieurs légendes sont en lien avec ça. D'autres vont dire que c'est la dame du lac d'Avalon qui aurait forgé l'épée. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est Merlin qui a fait cette épée-là. Mais bref, l'épée aurait des pouvoirs magiques où la personne qui a cette épée ne peut pas perdre une guerre. Fait que plusieurs légendes autour de ça. Le roi Arthur, c'est quoi aussi? C'est la table ronde. Le premier qui a une table où que tout le monde sont égaux. C'est pas une table où que le roi se met en avant, puis dans le fond, les personnes, son peuple, ou ses serviteurs ou ses chevaliers sont comme dans une table carrée. Tout le monde est égaux, tout le monde est autour de la table, même le roi. Justement, on parle des chevaliers de la table ronde. 12 chevaliers, 12 personnes. On entend souvent parler Lancelot, Perceval et compagnie, des personnes assez connues et mystiques. Merlin, on a parlé de Merlin tantôt. Le conseiller personnel du roi Arthur, c'était Merlin, un genre de druide, celte, alchimiste, un peu de tout ça. On ne le sait pas nécessairement, qui aurait des pouvoirs magiques. On sait que dans cette période-là, il y avait beaucoup de druides, il y avait beaucoup de mages qui étaient sur les îles britanniques, mais aussi genre en France. D'ailleurs, cet été, je suis allé à une place aussi, Rennes-les-Bains. Je n'ai déjà parlé lors d'une dernière épisode. Je parlais que dans le fond, il y avait des roches, des genres de menhirs avec d'anciens druides qui auraient fait des rituels dans ce coin-là. Alors, Merlin serait là comme conseiller personnel du roi Arthur. Souvent, on entend parler du Saint Graal aussi, le fameux Saint Graal, les Templiers. Vous comprenez pourquoi il y a toujours des liens avec tout ce que je dis,
tout ce que je rapporte dans ces rendez-vous-là. Fait que théoriquement, OK, il y aurait le Saint Graal. Mais là, on s'entend qu'à 476 après Jésus-Christ, là, on est loin des Templiers là, en 1100 quelque chose. Là, les Templiers n'auraient pas trouvé encore normalement le Saint Graal ou les légendes autour des croisades et du temple de Salomon. Fait que souvent, surtout dans les épisodes de Camelot, qui se trouve être la série française humoristique, les chevaliers de la table ronde partent régulièrement à la quête du Saint Graal. Qu'est-ce que le Saint Graal? Est-ce que dans le fond, ça a été rajouté par la suite ou vraiment ça part d'une légende qui est vraiment après la chute de Rome? On le saura probablement jamais. Mais le Saint Graal, c'est quoi? Si tu prends le temps de regarder un petit peu tous les épisodes ou les films attachés genre au roi Arthur, on se rend compte que le Saint Graal, c'est pas nécessairement une coupe qui a recueilli le sang du Christ. C'est beaucoup plus que ça. Souvent, on regarde beaucoup plus avec une quête initiatique. Puis il faut comprendre que souvent, à l'époque, il y avait beaucoup de... L'histoire n'était pas racontée dans les livres d'histoire, c'était raconté dans des chansons, dans des histoires orales, souvent racontées de père en fils, de génération en génération. C'est quoi le Saint Graal? Souvent, si tu regardes un petit peu le roi Arthur, tu compares ça avec la vie de Jésus, 12 chevaliers, 12 apôtres. Si tu regardes un petit peu avec l'histoire de Hercule dans la Grèce antique, hein, Hercule, c'est quoi? C'est les 12 travaux d'Hercule. Fait que si tu regardes un peu les 12 travaux d'Hercule, chaque travaux est une quête initiatique pour s'éveiller. On pourra en parler éventuellement lors d'un autre rendez-vous, mais si tu regardes chaque nom de chaque travaux, puis tu prends le temps d'y aller dans un degré qui est beaucoup plus spirituel que juste, exemple, le travaux X qui dit que Hercule est allé nettoyer des écuries. Si tu prends le temps juste d'aller au premier degré, tu dis non, c'est pas une quête spirituelle. Mais faire du ménage d'une écurie, c'est faire le ménage à l'intérieur de soi aussi. Fait que, bref, est-ce que dans le fond, les 12 chevaliers, propriétés quand même assez différents, très, très, très répertoriés dans toutes les histoires. Chaque chevalier a des compétences complètement différentes. Même Lancelot, il y a même des mythes dans cette histoire-là, qu'il y aurait eu une aventure avec la femme du roi Arthur, qui est Geneviève, peu importe. Bref, chacun a sa propriété positive ou négative. Est-ce que dans le fond, ça serait une quête initiatique du roi Arthur pour un homme éveillé? Bref, moi je crois que oui, mais souvent les histoires, c'est beaucoup plus profond. Puis il y a beaucoup plus de similitudes entre toutes les histoires, exemple celle de Jésus-Christ, celle de la Matrice, le film là, avec Keanu Reeves, Dune, et je continue comme ça, il y en a des multitudes. Fait que des fois, il y a des messages plus profonds. Là, bref, l'histoire se termine sous forme de trahison dans la majorité des cas, c'est-à-dire effectivement son meilleur ami, le meilleur chevalier du royaume, Lancelot, qui trahit le roi Arthur avec une relation particulière avec Geneviève. Il y a Mordred aussi, qui se trouve soit le fils du roi Arthur, soit son neveu. Dans d'autres histoires, ça se trouve être un autre mage. Bref, quelqu'un qui tourne autour de l'histoire, par exemple, qui est quand même assez proche. Il y aurait eu aussi une trahison, il y aurait eu une guerre, les Saxons arrivent. Le roi Arthur, théoriquement, meurt de ses blessures et retourne voir la dame d'Avalon, la dame du lac. Puis normalement, il n'est pas mort, il est guéri de ses blessures et il serait là présentement toujours à Avalon en train d'attendre qu'il soit utile à nouveau. Hein? Peut-être un peu à l'histoire de Jésus, meurt, ressuscité, il est toujours là pour pouvoir aider l'humanité quand il va avoir un besoin. Bref, une belle légende quand même. Puis moi, je crois vraiment que cette histoire-là, c'est vraiment une quête initiatique pour s'éveiller. Puis qu'on a romancé ça. Puis avec le temps, ça s'est perdu un peu à gauche et à droite. Hollywood a embarqué avec ça, avec un peu de suspense. Et ça prend quoi pour avoir un film ou une histoire qui fonctionne aujourd'hui? Ça prend un début, ça prend une fin, ça prend une femme, ça prend une trahison, ça prend des méchants. Tout est là réuni pour avoir une belle histoire. On poursuit, parce que je veux quand même vous libérer bientôt. Prochaine aventure, c'est la semaine prochaine. Je m'en vais encore une fois dans le New Hampshire aux États-Unis avec un de mes amis. On va aller faire le Mont Adams et le Mont Madison dans la même journée. Après ça, on va aller le lendemain, théoriquement, s'il nous reste du jus et si la température est intéressante,
on va aller faire le mont Jefferson. Fait qu'on veut vraiment être prêt pour notre été. Cet été, j'ai beaucoup de belles et merveilleuses aventures. Je vous raconte ça dans quelques minutes. Fait qu'on part vendredi. On se rend là-bas à Cornwall. Je le prononce sûrement mal. Absolument, je vous ai habitué à dire que j'allais à Gorham, lorsque je fais des aventures dans les Montagnes Blanches. Là, on va aller un petit peu plus loin. Une ville un petit peu plus intéressante avec beaucoup plus de microbrasseries, de restaurants. Puis on veut passer quand même du bon temps aussi. Il n'y a pas juste de la randonnée. Là. Puis Gorham, c'est beau, c'est très rustique, mais il n'y a pas grand-chose. Les restaurants se ferment très, très tôt. Je pense à 8h30, 9h, c'est fermé. Fait qu'on veut vraiment aller dans quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Fait que je pense que c'est je vais prendre le temps de vérifier. Oui, je pense. Puis, je ne connais pas. On est arrêté quand même faire une réparation de matériel lorsqu'on est allé faire l'ascension du Mont Washington cet hiver. Fait qu'il y a vraiment une belle place que j'ai pris le temps quand même de regarder quand j'ai passé rapidement. Des magasins aussi de plein air aussi. Fait que c'est super intéressant. Puis ça qui est le fun aux États-Unis, il y a plusieurs petites villes un petit peu rustiques, un petit peu clichés, le style en bois rond, des choses comme ça. Fait que ça va être super intéressant. Cet été, j'ai beaucoup d'aventures. Si ça vous tente de venir avec moi, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. On va aller faire justement dans les Montagnes Blanches la traversée des présidentielles. C'est quoi? On part du Mont Madison que je viens de vous parler et on va terminer des 9 sommets qui portent le nom des présidents américains. C'est 35 km, un dénivelé positif de 3500 mètres. Le mont le plus haut, c'est le mont Washington qui est à mi-chemin, pratiquement 2000 mètres. Puis ça dure facilement, on part vers 3-4 heures du matin. On va terminer, tout dépendamment des conditions météo et nos conditions physiques aussi, vers 6 heures le soir. Fait que c'est un voyage où je vous aide à organiser tout ça. Fait que si ça vous intéresse, écrivez-moi. Après ça, en août, on va aller faire l'ascension du massif des Monts Groux dans le nord du Québec. Fait qu'un 4 jours pour réaliser cette randonnée-là. Une journée pour se rendre, une journée pour revenir. Fait que c'est un bon 6 jours. Fait que ça va être super intéressant. Allez taper ça si vous aimez la randonnée, les Monts Groux. C'est quelque chose qui est un petit peu plus accessible, selon moi, en termes de conditions physiques que les présidentielles. Parce que les présidentielles, il faut vraiment être en forme. C'est vraiment, on maximise ça dans une journée. Il faut vraiment avoir une bonne condition physique, mais ça se fait. Puis il y a encore temps de s'entraîner pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Mais les Monts Groux, c'est plus accessible à tout le monde, mais ça prend quand même du matériel de randonnée en autonomie, tente, matelas, la nourriture aussi déshydratée. Mais je vais être là pour vous accompagner là-dedans. Fait que 2 belles randonnées. Je voulais faire le mont Katahdin aussi dans le Maine. Mais là, j'ai eu des problématiques avec mon terrain de camping. Il faut que je valide ça. Vous savez que Donald Trump a déjà mentionné que les parcs nationaux, ils voulaient donner la priorité aux Américains. Puis là, je pense que mon camping que j'avais réservé, j'ai eu une cancellation il y a quelques semaines. Il faut que j'aille vérifier ça. Fait que ça se peut que ce soit très difficile parce que si tu n'as pas de terrain de camping réservé ou si tu n'as pas réservé un parking là-bas, tu n'as pas de place, c'est très contingenté. Il y a un nombre maximum de randonneurs qui peuvent aller au sommet. Il y a une arête qui est très, très, très dangereuse aussi. Je pense qu'on ne peut pas aller à bidirectionnel. C'est-à-dire, il y a du monde qui monte, il y a du monde qui redescend. Fait que c'est très réglementé. Il y a des rangers aussi qui surveillent tout ça. Fait que c'est important de respecter cette réglementation-là. Fait que je vais vous en revenir de ce côté-là. Sinon, inquiétez-vous pas, il va y avoir plein d'activités aussi que j'organise. Je vais faire aussi un randonnée camping en canot. C'est-à-dire qu'on va faire de la randonnée, on va faire du canot, on va camper aussi dans une fin de semaine. J'aimerais ça faire peut-être ça dans le parc national de la Jacques-Cartier, qui va être très accessible en termes de coûts, mais aussi en termes de physique aussi. Ça va être une randonnée qui va être un petit peu moins exigeante, malgré qu'il y a du canot, que peut-être qu'il y a moins de gens qui sont habitués à faire ce genre d'activité-là. Et ça ressemble à ça, mes amis, pour ce 12e, je partais pour dire 11e, ce 11e rendez-vous de Hugo. J'espère que vous avez apprécié, mais avant de terminer, vous le savez, je vous ai habitué tout le temps à faire un petit ressenti, un petit tirage de cartes. Puis c'est ça que je vais terminer. Si vous voulez, avant de quitter, peut-être vous installer confortablement là, chez vous, dans un endroit où que vous êtes bien. Vous pouvez commencer à prendre de bonnes grandes respirations pour bien vous ressourcer, pour bien recevoir le message que j'ai à vous délivrer présentement. Fait que dans le fond, 3 cartes avec le tarot Zen de Osho. La première va être comment tu te sens présentement. Après ça, la deuxième, comment tu te sens, comment tu vas te sentir d'ici la fin de la journée.
Et la troisième, ça va être le cadeau de l'univers a à t'offrir. Fait que je pige ça. La première, la deuxième et la troisième. Comme tu vois, c'est pas stagé. Super. Fait que le tarot zen de chaud. Ensuite, je vais en tirer d'autres, mais on verra ça en temps et lieu, pas vous mêler. Fait que la première carte, c'est la carte isolation. C'est une carte qui me parle beaucoup parce que le fait que moi, c'est un tirage pour moi aussi, le fait que j'étais malade depuis quasiment une semaine, même plus, je me sens un peu comme ça, un peu isolé. Je ne dis pas que je suis isolé, mais je me sens comme un peu isolé, dans le sens que je me sens seul, je me sens quand même bien, mais je me sens seul. C'est un peu la même chose pour toi. Là. Je suis convaincu, même si tu n'as pas été malade, tu te sens un petit peu différent. Tu te sens un peu, même si tu as des gens autour de toi, que les gens ne te comprennent pas nécessairement. Fait que tu te sens bien, mais tu te sens quand même seul. Puis tu ne comprends pas pourquoi non plus la vie t'amène cette solitude-là ou ce sentiment de solitude-là. Tu te dis pourtant, je ne mérite pas ça, pourtant, bon, ma vie va bien, mais tu te sens comme ça. Puis c'est comme un mindset, c'est pas nécessairement quelque chose de rationnel. En fin de la journée, ben, tu vas te sentir, c'est la plénitude, tu vas te sentir justement rempli. Malgré que tu aies commencé ta journée seul, puis que tu es beaucoup dans l'incompréhension, ta journée va t'amener beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Je pense que le fait d'être seul, il y a plein de choses d'extérieur qui ne peuvent pas te nourrir, beaucoup de distractions, malgré que c'est la fête des mères aujourd'hui. Tu vas te sentir seul, mais ça va te permettre de combler ce manque-là par toutes les choses que tu as à l'intérieur de toi, dont l'amour de toi avec toi. Puis ça va te remplir beaucoup. Parce que tu sais, quand tu te remplis de choses extérieures, ben, ça ne te laisse pas de place ou du temps ou de l'énergie pour te combler toi-même avec toi-même. Fait que c'est ça que la vie, ce temps-là que tu vas capable de te donner cet amour-là. Puis, le cadeau, c'est l'innocence. C'est ça. Vu que tu n'as pas de distraction, vu que tu n'as pas de choses qui t'empêchent de focusser sur toi, tu vas accepter ça. Tu sais, on voit un maître qui avec genre une cigale ou genre, je ne sais pas trop quoi, une sauterelle. Tu vas prendre le temps de regarder la nature, regarder les choses qui y a autour de toi, comment tu te sens, c'est quoi tes émotions. Puis ça, là, c'est un cadeau parce que ça va te permettre de bien te remplir avec tout les belles choses que tu as à l'intérieur de toi. On va sortir ton thème et ton guide qui va t'accompagner. Puis ça va être les cartes de l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Des cartes que tu peux acheter là, au Renaud-Bré, c'est toujours... c'est une Québécoise qui a réalisé ça en plus. Fait que c'est vraiment magique. Fait que le guide et le thème de ta journée, c'est l'ange de la sagesse. C'est écrit maturité, patience, tolérance. Tu peux voir un peu que tout suit un petit peu. La vie va te donner cette sagesse-là, justement, d'être patient, d'être tolérant envers toi-même, envers les autres, d'avoir une certaine forme de maturité que tu vas accueillir cette solitude-là. Puis tout va bien se passer. Puis à la fin de la journée, quand tu vas te coucher, tu vas te sentir plein. Tu vas te sentir merveilleusement nourri. Le message de l'univers, qui se trouve justement des cartes, les messages de l'univers. Je lis le message. Si tu tiens bon et je persiste dans ma confiance face au succès, aucune puissance sur Terre ne pourrait l'empêcher de se manifester. Je relis, là. Si je tiens bon et je persiste dans ma confiance face au succès, aucune puissance sur Terre ne pourra l'empêcher de se manifester. La lumière de mon âme me protège et me soutient totalement dans tous mes projets. C'est quand même très beau, hein? Fait que ça suit tout un petit peu, hein? L'important, là, c'est que tu es bien protégé. Tu as tout à l'intérieur de toi, OK, pour vivre la vie que tu veux. Fais attention aux distractions. Souvent, on se nourrit de ces distractions-là extérieures. Mais si tu fais fi de ça, oui, peut-être tu vas te sentir seul, mais si tu es capable de te donner cet amour-là que tu mérites, toi, envers toi-même, tu vas te sentir merveilleusement plein. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce rendez-vous-là. C'est sûr que je ne suis peut-être pas le plus en forme possible,
mais je suis convaincu que je vais revenir la semaine prochaine encore plus ressourcé, avec d'autres idées aussi. Puis, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, que ce soit en temps direct ou en rediffusion. Je vais terminer ce rendez-vous-là avec mon générique d'ouverture et de clôture, bien entendu. Fait que prends le temps de regarder ça, d'écouter la musique. Moi, à chaque fois que j'écoute ça, ça me donne des frissons. Puis, regarde aussi les images, les vidéos que je mets avec la musique. C'est les plus beaux paysages que j'ai déjà visités. On voit d'ailleurs la cité perdue de la Colombie que je viens de visiter. Alors, on se reparle la semaine prochaine et bonne semaine! Oh, oh. Sourire dans la voix. On part. Oh, allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité, enjeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité, enjeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Hey, oh. Hey, oh. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous